réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Il y a une nouvelle qui suscite énormément de réactions partout au Québec aujourd'hui. Une nouvelle qui a été dévoilée grâce au travail acharné de notre journaliste Valérie Leboeuf au cours des 18 derniers mois. Vous connaissez bien Valérie, c'est elle qui livre les bulletins d'information durant l'émission à tous les jours ou presque. Mais Valérie mène aussi des enquêtes. Et en mai 2023, c'est une histoire qui avait suscité énormément de réactions. Elle a révélé l'existence d'un climat toxique et de pratiques douteuses de ce qu'on appelait un clan dominant de professeurs à l'école Bedford à Côte-des-Neiges, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, où les élèves sont majoritairement allophones. Les témoignages, juste pour vous remettre en contexte, étaient tellement lourds que les 8 personnes qui avaient dénoncé la situation, avaient requis l'anonymat parce qu'elles craignaient de témoigner ouvertement. Et par la suite, Valérie a poursuivi son travail. Elle a obtenu des témoignages et des informations supplémentaires. Et là, le gouvernement du Québec a décidé d'enquêter à la suite de ces allégations-là. Il y a un rapport qui a été déposé aujourd'hui. On annonce une enquête sur 11 professeurs de l'école Bedford. Alors, j'en parle avec Isabelle Gélina, qui est directrice générale du Centre de services scolaires de Montréal. Madame Gélina, bonjour. Bonjour, M. Quentin. Madame Gélina, je me souviens qu'en juin dernier, lorsque vous avez été interrogée à ce sujet-là avec mon collègue Patrick Lagacé, vous aviez tenté un peu de balayer tout ça sous le tapis. Vous aviez dit que la réalité telle que vous l'observiez était très différente de ce que notre journaliste dépeignait. C'était effectivement le cas à l'époque, dans la mesure où les informations que détenait Madame Leboeuf, effectivement, étaient des données que nous, on n'avait pas nécessairement au CSSDM, qu'on n'avait pas non plus dans l'école. Puis c'est d'ailleurs, je la remercie parce que c'est suite à ça où on a continué à travailler dans ce dossier-là et pour réaliser qu'il y avait effectivement beaucoup d'informations contradictoires puis qu'il y avait un climat très particulier à l'école qui faisait que l'information ne se rendait pas aux bons endroits. D'ailleurs, c'est pour une des raisons qui avait été identifiée aussi par Mme Leboeuf qui disait que les gens ne veulent pas témoigner ailleurs qu'auprès d'elle. Là, Mme Gélina, je veux juste partie du problème. Mme Gélina, je veux juste comprendre une chose. Vous me dites que à la suite des allégations de Valérie Leboeuf, vous avez poursuivi le travail. Mais moi, je me souviens que publiquement, c'était pas ça du tout que vous disiez, là. Vous disiez, grosso modo, que tout ça était un peu exagéré. Bien, les informations que nous, on avait, n'allaient pas du tout dans le même sens que ce que Mme Leboeuf avait comme information. On niait pas qu'il y avait une problématique dans l'école. On disait que ça s'était amélioré par rapport à la situation qui était dépeinte avant. Mais l'important, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est que nous, on est très heureux du rapport qui sort. Parce que ça met en lumière ce qu'on pouvait vérifier, ce qui était vrai, ce qui ne l'était pas, et là, les moyens d'action pour qu'on puisse agir. Parce que on a quand même fait dans cette école-là beaucoup d'interventions à travers les 7-8 dernières années. Puis malheureusement, ça n'a pas donné les effets escomptés. Mais comment, là, Mme Gélina, je me permets de vous interrompre. Là. Comment vous pouviez ignorer, alors que vous êtes en charge de l'école, là, à titre de directrice du Centre de services scolaires de Montréal, des situations qui étaient absolument terribles? Et écoutez ce que le ministre Bernard Drinville a décrit plus tôt à notre antenne aujourd'hui. À un moment donné, il y a un élève qui perd connaissance. L'enseignante se met à prier plutôt que de porter secours à l'enfant. Finalement, c'est une prier. Oui, c'est écrit comme ça dans le rapport, Patrick. Puis je me colle sur le rapport, moi là. Tenter de fermer la porte sur les doigts d'un élève, pousser un élève jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Des comportements qui n'ont pas de bon sens. Madame Gélina, comment se fait-il que le Centre de services scolaires de Montréal n'était pas capable à l'époque de réaliser que ça se passait comme ça? Bien, c'est comme je vous dis, c'est que l'information ne se rendait pas nécessairement aux instances qui sont capables d'agir dans ce cas-là. Les informations demeuraient à l'école, étaient traitées d'une façon X à l'école, ou à la limite, n'étaient même pas remontées jusqu'à la direction d'école. Parce que ces événements-là, effectivement, nous-mêmes, on en a pris conscience à travers le dernier rapport qui est sorti. Fait qu'il y avait beaucoup d'informations qui circulaient, beaucoup qui faisaient partie un peu de la légende urbaine, mais quand on est allé voir, effectivement, il y avait des faits qui étaient vérifiés et qui étaient arrivés. Il me semble qu'on est très loin de la légende urbaine. Là. On est plutôt dans le gros concret. Bien, pour ces événements-là, oui, mais il y en avait quand même d'autres là, dans le rapport qui sont mentionnés.
Mais l'important, c'est qu'à partir du moment où là, ce sont des événements qui sont avérés, qu'on a vérifiés, on a là, avec la collaboration du ministère, des leviers qui sont différents. On a nos accompagnateurs qui viennent dans l'école pour qu'on puisse essayer d'utiliser des leviers administratifs sur lesquels on n'avait pas tellement de prise pour l'instant, entre autres avec les enquêtes là, que le ministre a déclenchées pour les 11 enseignants. On est très heureux de ça, puis on est très heureux de la sortie du rapport parce que ça nous donne des leviers pour agir autrement dans cette école-là, puis s'assurer que les événements qui sont dépeints n'arrivent plus jamais. Mais si vous aviez été plus vigoureux comme organisme public, vous n'auriez pas pu enquêter avec plus de mordant. Je regarde là, dans le rapport, vous dites que vous êtes très heureuse du rapport, puis je peux comprendre, mais il y a quand même une phrase dans le rapport qui dit, et là je le cite, là, le Conseil, le Centre des services scolaires de Montréal a perdu de vue la situation de l'école Bedford en cours de route. Là. On le dit carrément, oui. Grosso modo, vous avez arrêté de suivre ça. Mais ça, vous avez raison. C'est pas qu'on a arrêté de suivre, c'est qu'il y a un contexte dans cette école-là qui est particulier, de par le roulement important du nombre de personnel de direction. Il y a des suivis qui avaient été effectivement démarrés, qui ont été arrêtés en lien avec la COVID, en lien avec la grève des enseignants et ainsi de suite. Donc, il y a plein de contextes qui n'excusent pas, mais minimalement qui expliquent tout ça. On est à revoir ces processus-là parce qu'on ne veut plus jamais que ça arrive. On est à revoir aussi l'affectation des directions dans les écoles pour que les gens puissent rester plus d'1 an et là, effectivement, faire un suivi. Des processus aussi quand il y a des passations de dossiers d'une direction à une autre. On n'a pas attendu le rapport, on a commencé à travailler ces éléments-là. Fait que là, on a des leviers... Madame Gélina, on a des leviers administratifs qu'on veut améliorer. Je ne sais pas si vous les avez... Vous dites que vous avez travaillé ces angles-là. Pourtant, dans le même rapport, et c'est la ligne suivante, celle qui suit celle que je viens de vous lire, c'est écrit, le CSSDM, donc le Centre des services scolaires de Montréal, dispose d'une faible capacité à effectuer des suivis. Alors vous me dites que vous avez fait des suivis, mais au fond, le rapport du gouvernement, ça nous dit que vous avez bien des ennuis à faire des suivis. Mais c'est ça qu'on veut améliorer, M. Quentin. L'objectif, c'est qu'à partir de ce rapport-là, il y a des actions qui sont faites de façon très concrète pour les enseignants, s'assurer de la qualité de l'enseignement. Mais nous, en contrepartie, il y a des choses à améliorer au CSSDM. Là. Il n'y a rien de parfait. On va travailler sur nos processus. On ne veut plus que ça arrive. Puis il y a des nouveaux éléments qui ont été identifiés sur lesquels on va agir. Comme je vous dis, on est en train de changer la politique des cadres. On est en train de changer des processus de transmission d'informations. Puis ça, c'est bien identifié comme une des recommandations dans le rapport. Puis on va mettre toute l'énergie à régler ces problématiques-là. Bon, mais là, vous avez raison qu'effectivement, il y a des suivis qui auraient dû être faits de façon autre. Tout à fait. Bon, là, l'enquête de Québec va porter sur 11 enseignants. Ces 11 enseignants-là, est-ce qu'ils vont continuer à travailler? Est-ce qu'ils vont continuer à intervenir auprès des enfants pendant la période de l'enquête? La prérogative du comité, de ce qu'on en a compris dans les quelques jours ouvrables, là, les 2 accompagnateurs sont arrivés à l'école, sont sous enquête. Les gens ont été identifiés, ils ont reçu une lettre comme quoi ils étaient sous enquête. Et là, c'est le comité qui va dire, monsieur ou madame X, peut-être qu'on va vous suspendre immédiatement pour fin d'enquête. D'autres vont rester en poste, mais ça, c'est la prérogative du comité. De quel comité exactement, là? C'est le comité qui a été mis sur place. Donc, c'est lui qui va décider. Les enquêtes par du ministère, oui, effectivement. Ça ne devrait pas théoriquement être sous votre responsabilité? C'est une prérogative du ministre. Est-ce que vous vous sentez un peu désavoué à travers ce rapport-là? Pas du tout, parce que je trouve que c'est un travail très intéressant qu'on a fait avec le ministère à partir là, des interventions de Mme Leboeuf, qu'on remercie, parce qu'effectivement, ça met en lumière d'autres choses. Et dès que ça a été mis en lumière, nous, on a commencé à travailler tout de suite avec le ministère. Fait que non, c'est pas un désaveu, je vous dirais au contraire. Je pense que les gens veulent venir nous donner un coup de main pour régler cette problématique-là. D'ailleurs, on le fait aussi dans 3 autres milieux. Madame Gélina, vous dites merci à Valérie Leboeuf. Moi, j'ai quand même souvenir que dans les premières entrevues que vous avez données à ce sujet-là, c'était pas des remerciements que vous lui adressiez, là. Vous jetiez plutôt une ombre sur ce qu'elle disait. C'est parce qu'elle avait des faits que nous, on n'avait pas. Puis, comme on n'a pas accès à ces sources, c'est un peu difficile de valider à ce moment-là. Puis, bon. Okay. Ça nous enlève à nous une prérogative de travailler avec les gens puisque les plaintes transigeaient vers l'extérieur. Mais moi, l'important, c'est qu'au final, on soit capable d'agir sur une situation qui est inacceptable. Puis ça, à la limite, peu importe qui il faut que je remercie, si on arrive à nos fins et que nos élèves sont bien encadrés, c'est ça qui est important. Merci, Mme Gélina. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne journée. Isabelle Gélina est directrice générale du Centre de services scolaires de Montréal. Le Québec maintenant.
avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Catherine, on parlait un petit peu plus tôt des merveilleux invités qu'on accueille à l'émission depuis le début de la saison. Et c'est encore le cas à ce moment-ci. On accueille avec beaucoup de plaisir en studio Farah Alibé, qui est ingénieure en aérospatiale et autrice également. Farah, bienvenue. Oui, merci. Farah, vous publiez ces jours-ci un livre. C'est un livre pour les enfants de 8 à 12 ans. Ça s'appelle Najma dans les étoiles. C'est un livre qui semble absolument magnifique. Là, je l'ai feuilleté tantôt. Naïma, pardon. Et puis, c'est votre deuxième livre. Hein? Oui, c'est ça. Mon premier livre, c'était Mon année martienne, qui était une biographie qui est sortie en 2022. Donc, c'était les éditions de l'Homme. C'est Najma dans les étoiles. Cette fois-ci une fiction, donc c'est un peu différent pour moi. J'avais jamais écrit de la fiction, surtout étant scientifique. Je suis habituée à écrire des papiers scientifiques. Biographie, c'était pas trop loin de ma zone de confort, mais c'était vraiment le fun. C'était vraiment une belle aventure. C'est très girl power, là. Quand on regarde le dessus, la couverture, là. Oui, c'est vrai que c'est vraiment là comme... mais tu sais, je voulais montrer une héroïne un peu différente. C'est aussi... elle me ressemble un peu, on s'entend, elle a un nom arabe. C'est pour moi, je voulais comme l'héroïne que j'avais pas, moi, quand j'étais jeune. Fait que je l'ai faite un peu pour la jeune Farah. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir dans un livre? C'est absolument magnifique. C'est une superbe initiative aussi. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter à un enfant de lire ce livre-là? J'imagine que ça va l'aider à rêver un peu. Là. Oui, ben c'est ça. Je pense que, en général, c'est un livre de science-fiction. À l'intérieur du livre, par exemple, j'ai vraiment de la vraie science. Donc, j'explique des mots où j'utilise des termes scientifiques, puis je vais les expliquer. Donc, il y a des petits cercles qui expliquent des termes scientifiques. Comme le lance-pierre interstellaire. Oui, c'est ça. Okay. Je pense que le livre, il va me servir à moi aussi, plus qu'aux jeunes enfants. Des petites préparations à la maison. C'est aussi pour les parents, genre on est maman, ça veut dire quoi? Ah, c'est déjà là. Donc c'est sûr que je veux que les jeunes, trouvent une passion pour la science ou voient qu'on peut être intéressé à la science, surtout qu'on perd souvent les jeunes. À cet âge-là, déjà très, très jeunes, c'est là qu'ils ont leurs premiers échecs en sciences et en mathématiques. Ils commencent à avoir peur de ça, donc je vais leur montrer que ça peut être fun. Mais oui, en général, je pense que le message du livre, c'est plus comme je vais encourager les jeunes à trouver leur passion, à suivre leur rêve, à sortir du moule. Puis des fois, quand on a des échecs ou quand peut-être que les gens autour de nous ont différentes attentes de nous, d'être capable de suivre cette étoile filante, une étoile polaire-là, puis suivre ses rêves. Vous, Farah, comment vous l'avez développé, ce goût de la science? C'était les films de science-fiction pour moi. C'était vraiment ça. Comme lesquels, je suis curieuse. Genre Star Wars, Star Trek, dans une galaxie près de chez vous. Tu te souviens de ça? Oui, oui. Fait que, c'était ça, Apollo 13. Puis c'était vraiment ça. Puis je me suis dit, c'est pour ça un peu écrire un livre de fiction, parce que je me dis, moi, l'art, puis les livres, les films, c'est ça qui a beaucoup influencé mon enfance. Je pense que c'est ça qui parle aux jeunes. Puis c'est plus qu'un documentaire. On s'entend à 8 ans. Il y en a des jeunes qui aiment les documentaires à 8 ans. Je suis sûre que j'en aimais, mais je pense que un livre de fiction que tu peux lire avant d'aller te coucher le soir, ça fait rêver. Et je suis curieuse de savoir, est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de filles en sciences? Moi, je vous raconte une petite anecdote, mais mon père est ingénieur, pas en aérospatial, mais en mécanique. Puis lui, il s'est fait comme mission de vouloir convaincre des femmes, des jeunes filles d'aller en sciences puis d'étudier en génie. Puis, parce que lui, il trouve qu'il n'y a pas assez de femmes dans ce milieu-là encore. Ben, il n'y en a vraiment pas assez. On est 20 à 25% normalement en général, qui, c'est déjà montré qu'une minorité, une fois que ça dépasse les 30%, tu commences à avoir plus une place à la table. Tu commences à être... il y a beaucoup des problèmes qu'on voit qui sont, qui se réduisent une fois que tu es d'autant 30-35%. Moi, mon travail, on est 22% de femmes du côté technique. Là. Ça fait que c'est vraiment pas assez. Ça s'est amélioré. Moi, quand j'ai commencé à travailler au Jet Propulsion Lab, qui est le centre de la NASA où je travaille à Los Angeles, il n'y avait pas de femmes dans ma direction. Puis il y a plusieurs étages de direction, là, il n'y avait aucune femme. Puis tu te dis, coudonc. Là, ça a changé depuis. Là, la directrice adjointe, ce sont toutes les deux des femmes. Donc, on voit de plus en plus de représentation. Mais je pense que quand tu te vois pas représentée dans un domaine, c'est difficile de dire est-ce que je peux... Quand tu as des échecs où les choses sont difficiles, là, tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment une place pour moi? Puis est-ce qu'il y a peut-être un plafond de verre? Puis est-ce qu'à un moment donné, je serais plus capable de rester dans ce domaine-là? Les choses commencent à changer, mais je pense que oui, on a beaucoup de travail à faire pour encourager
les jeunes, les minorités, tout le monde à être comme se sentir inclus dans notre domaine. On est en compagnie de Farah Alibé. Tout le monde connaît Farah Alibé, ingénieure en aérospatiale et autrice. Elle lance ces jours-ci un livre pour enfants, Najma dans les étoiles. On poursuit l'entretien avec Farah. Farah, on s'en parlait pendant la pause. Votre famille est vraiment, entre guillemets, internationale. Vos parents sont en France, mais reviennent bientôt vivre au Québec. Votre frère est en Angleterre. Vous vivez aux États-Unis. Vous avez, j'imagine, une conception du monde qui est plutôt international. Oui, mais en plus de ça, mes grands-parents, eux, sont nés à Madagascar, qui est au sud de l'Afrique. Ils ont été là pendant plusieurs générations. Madagascar, qui a une histoire quand même assez compliquée, qui est devenue une colonie française en 1900 et redevenue indépendante en 1960. C'est pour ça que le français, ça fait partie de notre héritage. Mais après l'indépendance de Madagascar, il y a eu beaucoup d'instabilité, beaucoup d'écoles qui se fermaient, moins d'opportunités pour financières et tout ça. C'était vraiment devenu dangereux pour ma famille. Donc, ma famille a immigré au Canada dans les années 70. Donc, ma mère, elle a fait la fin de son secondaire ici. Mon père est arrivé après ses études universitaires. Ils se sont rencontrés à Montréal. Ils se sont rencontrés à Montréal? Oui, les deux sont de Madagascar, mais se sont rencontrés à Montréal. C'est quand même un hasard incroyable. Ben, c'est sûr qu'ils sont de la même communauté. On a tendance à se retrouver en communauté, même religion. Donc, c'est pas tout à fait un hasard, mais oui, se sont rencontrés à un pique-nique communautaire à Montréal. Mais c'est ça. Donc, l'immigration, que ça soit ma famille qui est venue au Canada, nous qui avons immigré en Angleterre, ou moi qui ai immigré aux États-Unis, je suis maintenant devenue américaine, ça fait partie de notre histoire. L'immigration, maintenant, c'est un sujet sensible dans toutes les démocraties occidentales. On le voit, ça cause des débats assez féroces en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Québec également. Quel regard vous jetez là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'être trop dur quand on parle d'immigration et aller jusqu'à jeter un mauvais regard sur les immigrants? Il me semble que ce que j'ai vu beaucoup dans les médias un peu partout récemment, c'est vrai que c'est un regard vers les immigrants que ils prennent nos ressources aux États-Unis, c'est beaucoup ils viennent prendre nos jobs. On s'entend qu'ils ne prennent pas nos jobs, là. C'est des jobs souvent on ne veut pas faire ou on a une pénurie, on se plaint qu'on a une pénurie de main-d'œuvre puis on dit on veut pas plus d'immigrants. Ou dans ton cas, t'es hyper spécialisé. Oui, ça c'est différent. Ouais. C'est sûr que des immigrants comme moi, la plupart du temps on reçoit pas ce côté-là, mais je trouve que justement, on a changé le discours envers les immigrants. Puis j'ai pas trop compris pourquoi, parce que surtout au Canada et aux États-Unis, ce sont des pays d'immigrants. C'est comme ça que ça a été bâti. C'est aussi la richesse de nos pays au Canada. Je parle beaucoup de ça quand je vais en conférence. Ce que j'aime du Canada, c'est que on a cet amalgame de culture, que les gens amènent, ils travaillent fort, ils viennent ici, ils viennent pas ici pour s'asseoir puis utiliser le chômage. Ils viennent ici pour donner une nouvelle vie à leur famille, pour venir offrir de la sécurité. C'est tout ce qu'on veut pour nos familles. Puis tu sais, ils amènent tellement une belle culture qui devient la nôtre aussi. Non. Vous êtes américaine maintenant, Farah. Oui. Vous allez pouvoir voter aux prochaines élections? Oui, c'est sûr. J'ai déjà même reçu les papiers pour voter. Nous, on vote par la poste. Est-ce que vous êtes décidé? Ben, c'est assez évident. Vous allez voter pour Trump, c'est ça? C'est évident que j'ai voté pour Kamala Harris, mais ce qu'on oublie souvent aux États-Unis quand on a des élections, c'est que c'est pas juste le président, c'est que il y a les sénateurs en Californie, il y a le Congrès, il y a aussi toutes les élections locales qui se font, qui sont très très importantes pour nous. Les élections locales, c'est souvent les gens avec qui tu parles de jour à jour, c'est eux vraiment qui vont aller changer les choses. Il y a des questions aussi, parfois référendaires. C'est ça. Il y a des propositions en Californie, il y en a une dizaine. J'ai reçu le paquet, 80 pages à lire. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Plaignez-vous pas ici que vous avez à voter parce que là-bas, c'est très compliqué voter. J'ai commencé, mais il y a de l'aide. Il y a des journaux qui vont aider, les médias aident beaucoup, beaucoup justement à vulgariser l'information, faire comprendre parce que les questions référendaires, des fois, il y a des petites choses cachées à l'intérieur. Ils vont dire, c'est une bonne idée de faire ça. Puis là, en dessous, c'est comme, on va enlever tout l'argent des écoles, ou quelque chose comme pour ça. le financer telle mesure. Oui, c'est vraiment beaucoup. C'est comme les contrats d'assurance, il faut lire les petits caractères. C'est ça, il faut les lire. Fait que c'est vraiment un devoir de citoyen. C'est vraiment ça. Allez-vous suivre avec beaucoup d'attention les résultats de l'élection le 5 novembre prochain? Ah, c'est sûr. J'ai déjà
pris journée de congé la journée d'après. Ah oui? Ça va être trop stressant. Vraiment, ça fait peur, je trouve. C'est pour moi qui est une femme racisée, migrante, il y a beaucoup... Je suis queer en plus, donc, tu sais, toutes ces choses-là on dirait que c'est ça qui est le débat. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Donc, c'est sûr que le soir, on va être à la maison, ben calme, puis je vais prendre la Dernière question, Farah. Là. Si Trump est élu, est-ce que vous pensez que vos droits, pour toutes les raisons que vous venez de mentionner, seront menacés? Ben, on les voit qui sont déjà menacés. On voit les femmes au Texas, là, la Georgie, ça a changé, mais les choses ont changé. Puis c'est pas d'hier, ça fait 4, 8, 10 ans qu'on le dit. Regarde, il y a des choses qui se passent. Quand il y avait Obama, puis qu'on ne pouvait pas élire des juges à la Cour suprême, puis que les gens disaient déjà, hey, il se passe quelque chose, on est déjà là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous publiez un livre ces jours-ci, Nagement dans les étoiles. C'est un livre pour enfants. Vous allez être au Salon du livre de Montréal? Oui, je suis au Salon du livre à la fin du mois de novembre. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller vous saluer. Farah Alibé, ingénieure en aérospatiale et autrice. Merci encore d'avoir été avec nous. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. C'est une très grosse semaine pour la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault. Bon, d'abord, il y a eu un débat très houleux toute la semaine à l'Assemblée nationale sur le taux d'alcoolémie à 0,05 et la crédibilité de l'organisme Éduc-Alcool. Ensuite, il y a eu une annonce concernant le tramway de Québec. Là, on a appris que CDPQ Infra sera chargé de la première phase. Et aujourd'hui, c'est le troisième lien qui revient dans l'actualité. On ne l'appelle plus comme ça. C'est maintenant le projet Interrive. Et voilà que Québec, donc, annonce le lancement d'un appel d'intérêt international pour concrétiser ce projet entre les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. J'en parle avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault. Madame Guilbeault, bonjour. Bonjour, M. Quentin. Madame Guilbeault, comment fait-on pour annoncer qu'un projet est quasiment irréversible quand on n'a aucune idée du coût qu'il faudra verser? Mais premièrement, on s'est engagé très, très clairement et fermement, le premier ministre et moi, au mois de juin dernier, à la suite du dépôt du rapport de la CDPQ Infra, au fait qu'on allait faire un troisième lien entre Québec et Lévis et qu'on allait faire aussi la phase 1 du projet de tramway, le projet de transport structurant, pour lequel on a eu des nouvelles avant hier. Là, on a donné officiellement le mandat à la Caisse d'aller de l'avant avec la planification. Pour ce qui est du troisième lien, quand je dis que c'est irréversible, c'est que nous, à partir du moment en juin, on a pris cet engagement-là. Après ça, moi, ministre des Transports, j'ai travaillé avec nos équipes, avec tout l'ensemble du gouvernement, je vous dirais, avec les ministères aussi qui sont concernés, sur un calendrier, un échéancier à la fois ambitieux mais réaliste, pour qu'on franchisse le plus d'étapes possibles d'ici les 2 années qui me restent, en espérant que je puisse rester encore mes deux années au transport jusqu'à la fin du mandat. Donc, des étapes, quand je parle d'étapes importantes, aujourd'hui, il y a l'appel d'intérêt, vous l'avez dit. Et c'est la première fois qu'on va sur le marché avec le projet de troisième lien. Il y a eu toutes sortes de tribulations dans ce projet-là, mais jamais on est allé sur le marché. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de lancer un appel international en disant à tout le monde là, à l'international, y compris nos entreprises québécoises, bien sûr, nous voici, on a un projet de lien Interrive à Québec dans un certain territoire circonscrit entre les Ponts et l'île d'Orléans. Êtes-vous intéressé à faire ce projet-là avec nous en mode collaboratif qui plus est, parce qu'on a adopté cette semaine une loi où on a réformé nos modes contractuels parce qu'il y a des gens qui voulaient plus faire de projet avec le gouvernement du Québec parce que c'était trop long, trop lourd, trop compliqué, trop risqué. On a réformé ça. Et donc, c'est le premier projet qu'on va faire en mode collaboratif. Donc, on dit au marché, voici, on a ce projet-là. Et en plus, on est en mode collaboratif. On est modernisé comme d'autres pays le faisaient déjà, d'autres endroits au Canada. Qui est intéressé à le faire avec nous? Donc, c'est très, très, très concret. Et au terme de ça, il y aura un appel de qualification où là, les gens qui ont démontré de l'intérêt vont retravailler pour nous démontrer qu'ils sont qualifiables. Donc, qui ont la capacité, l'expertise, les ressources, la robustesse financière pour faire ce projet-là. Alors, après 2 ans de processus et d'entreprises et de consortiums sérieux qui travaillent pour documenter puis nous démontrer qu'ils sont intéressés et capables de faire un projet avec nous, je verrais mal le gouvernement du Québec dire, finalement, savez-vous, on n'est plus intéressé. Non seulement on s'expose à des pénalités, mais si la réputation. Madame Guilbeault, même si le prix était démentiel, disons qu'on arrive là, puis avec l'augmentation, on sait que les travaux de construction, les coûts augmentent toujours à une vitesse phénoménale. Là. Si on arrive puis on nous dit que pour un troisième lien, là, ça va coûter 12 ou 15 milliards de dollars, on y va quand même.
Mais la fourchette de coût va être connue un peu plus tard. Vous savez, on a tellement lancé de chiffres là, sur les divers projets, pas juste le troisième lien d'ailleurs. Maintenant, on va attendre d'avoir une conception plus avancée pour avoir une idée plus réaliste de la fourchette de prix avant de lancer toutes sortes de chiffres dans l'univers. Mais vous avez raison que les projets coûtent cher. C'est pour ça qu'on a réformé nos modes contractuels. Pour nous, on fait le pari qu'en mode collaboratif, où là, dès le début, là, puis là, c'est exactement ça qu'on fait. Dès le début, tu vas te chercher un consortium partenaire. Avant, au ministère, on faisait notre conception, on faisait nos choses, ou en tout cas, on avançait à un certain degré de conception, puis on allait avec ça sur le marché en disant, voici combien vous nous chargez pour ça. Maintenant, dès le départ, on va concevoir la meilleure solution ensemble avec le concepteur, avec le constructeur, tout le monde travaille ensemble. Donc, on réduit les risques de surprise, de malchance, de gens qui se parlent pas, etc. Donc, ça, pour nous, on va faire baisser non seulement les coûts, mais les délais. Et l'autre chose, c'est que, comme je disais, on veut la meilleure solution au meilleur coût. Donc, d'entre toutes les possibilités, pour nous, je vous le dis, c'est sûr que dans le territoire qu'on a circonscrit comme la zone potentielle, entre les ponts actuels qui sont un peu plus à l'ouest et l'île d'Orléans, pour ceux qui sont un peu familiers avec Québec, pour nous, ce serait pas logique d'avoir 3 ponts à l'ouest. Alors, nous, on voit un scénario plus à l'est pour boucler la boucle, comme on a souvent dit. Est-ce qu'un tunnel est toujours dans les cartes ou ce serait plutôt un pont? Bien, spontanément, on pense à un pont, mais en même temps, on ne veut pas prescrire une solution d'avance au consortium. On dit voici la zone et voici le besoin. Puis quand on regarde le document, d'ailleurs, il est sur les systèmes d'appel d'offres au moment où on se parle. En ce moment, toute la planète est au courant que le Québec cherche quelqu'un pour faire un troisième lien entre Québec et Lévis. Mais on ne peut pas être trop prescriptif non plus. On a délimité un territoire parce que pour nous, on ne veut pas être à l'ouest des ponts ou à l'est de l'île d'Orléans. Ça n'a pas de bon sens. Puis comme je vous dis, pour nous, ça n'a pas de bon sens non plus d'avoir 3 ponts à l'ouest. Mais sur le type d'ouvrage, on va laisser les gens nous arriver avec les meilleures solutions. Mais entre vous et moi, un tunnel, c'est des frais d'entretien, c'est des coûts d'exploitation qui sont beaucoup plus compliqués puis élevés que pour un pont. Alors, quand je dis le meilleur projet au meilleur coût, on va laisser les gens nous arriver avec leurs propositions, les experts. Mais il y a des choses qui, quant à moi, tombent sous le sens. Bon. Donc, un pont plus qu'un tunnel, là. C'est ça qui tombe sous le sens, à votre avis? Ben c'est pas le tunnel est considéré en ingénierie comme un bâtiment, donc il y a des coûts qui viennent avec ça. Vous voyez le tunnel Hippolyte-Lafontaine actuellement, non pas que nos ponts c'est mieux, on est obligé de reconstruire en urgence le pont de l'île aux Tours puis le pont de l'île d'Orléans ici à Québec. Un autre exemple qu'il faut planifier en amont, la reconstruction ou la construction de nos infrastructures pour éviter des situations d'urgence, des catastrophes comme on a connu avec d'autres structures qui n'ont pas été entretenues adéquatement ou pas reconstruites au bon moment. Ben voilà. Alors, c'est une question que les gens vont se poser, Mme Guilbeault. Là. C'est sûr, là, on peut bien arguer sur le coût d'un troisième lien entre Québec et Lévis. Là, on sait que ça va coûter plusieurs milliards de dollars. Est-ce que ça sera 5, 6, 7, 8, 9, 10? Peu importe, ça va être très, très cher. Au même moment, on a des besoins qui sont criants dans le maintien de nos infrastructures actuelles. Je pense à tout le problème avec le métro de Montréal à l'heure actuelle. On a vu là, la ligne bleue qui a été mise en partie hors service pour 3 stations parce qu'il y avait un problème dans une des stations. Là, finalement, il y en a 2 qui ont été qui sont de nouveau disponibles pour les usagers. Mais quand c'est arrivé, ça, de nombreuses personnes et des gens qui connaissent à fond le dossier ont dit on ne l'entretient plus, notre métro. Si ça continue comme ça, des problèmes comme ceux qu'on a connus sur la ligne bleue, ça va être récurrent sur les autres lignes, la ligne orange, la ligne verte, peut-être la ligne jaune. Alors, on ne devrait pas commencer par entretenir ce qu'on a plutôt que de viser des projets à coût de milliards de dollars dont l'utilité, le troisième lien, n'est pas encore démontrée à 100%. Oui, mais les besoins, il y en a partout. Oui, il y en a à Montréal, mais il y en a dans toutes les régions. Ici, à Québec, il y a des besoins. Là, je parlais du pont de l'île d'Orléans. Parlons du pont de l'île aux Tours à Montréal. Ça, c'est des projets qu'on est obligé de faire en urgence qui drainent des millions aussi, des milliards là, dans nos... Nous, on a augmenté là, les investissements en infrastructure à 153 milliards, imaginez-vous. C'est énorme parce qu'on investit plus que jamais, entre autres en transport collectif. On investit 2 fois plus que les libéraux juste avant nous, parce qu'avant la CAQ, c'était les gouvernements libéraux. On investit le double en transport collectif. Maintenant, nous, on fait des investissements. Il y en a qui sont dans le maintien, il y en a qui sont dans le développement. Et quand on investit, par exemple, à Montréal, on travaille en collaboration avec la Société de transport de Montréal qui gère le transport collectif à Montréal et on fonctionne avec les priorités qui sont identifiées avec la Société de transport de Montréal. Donc, quand on nous dit qu'il faut mettre de l'argent dans le maintien, premièrement, on en met déjà. Deuxièmement, si on prend le prolongement de la ligne bleue, qui est un super beau projet attendu depuis près de 40 ans, et le hasard a fait qu'on devait l'annoncer le même jour où il y a malheureusement eu la fermeture des 3 stations. Alors évidemment que c'était pas le temps de faire ça par respect pour tout ce qui se produisait. Mais
Le prolongement de la ligne bleue, c'est un projet que la STM et la Ville de Montréal souhaitaient au moins autant que nous. Alors, quand on nous dit qu'il faut mettre plus d'argent dans le maintien, parfait, mais on met 5,1 milliards dans le prolongement de la ligne bleue. Faut-il le retirer puis le mettre dans l'entretien des wagons? Tu sais, nous, on a de l'argent qu'on rend disponible pour les municipalités, pour le transport collectif. On en met plus que jamais, mais on fonctionne avec les priorités. Et l'autre chose, c'est que le grand absent des investissements en maintien d'actifs, c'est le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral met très, très peu d'argent dans le maintien précisément. Là, c'est ce dont vous me parlez. Là, c'est pas faire des nouvelles rails ou des nouveaux ou des nouvelles lignes. C'est d'entretenir des wagons actuels, des rails actuels, mais très peu d'argent là-dedans. Moi, j'ai dit à Mme Plante, il faut revendiquer de l'argent au fédéral. On ne peut pas payer tout seul. Mme Guilbeault, il va arriver quoi avec le projet de tramway à Québec si Pierre Poilievre est élu premier ministre du Canada? Ben là, M. Poilievre semble dire qu'il ne voudra pas faire avancer le tramway. Par contre, s'il met de l'argent sur autre chose, actuellement, on a 1,44 milliard du gouvernement Trudeau pour le tramway, ce qui correspond à seulement 27 % du coût évalué. On verra le coût à mesure que la conception avance, on aura une idée plus précise du coût. Mais on n'est pas à 40 %. Je ne crois pas qu'on va se rendre à 40 % avec cette enveloppe-là. Mais il ne paye pas de route. Tu sais, moi, je dis toujours, ici, on est au Québec, on a des grands besoins en mobilité, que ce soit des routes, de l'aérien, du maritime, du transport collectif, du ferroviaire. On a besoin d'argent pour la mobilité. On a un grand territoire. On est juste 9 millions pour payer pour tout ça. Alors, on a besoin que le fédéral s'engage. Donc, moi, s'il veut me donner de l'argent, que ce soit pour n'importe quoi, je vais le prendre. Madame Guilbeault, le temps file. Il reste le temps pour une question et je vous demanderai de me répondre si c'est possible par oui ou par non ou peut-être même par peut-être. On est en 2024 aujourd'hui. En 2034, est-ce qu'il y aura physiquement un troisième lien au Québec entre la ville de Québec et Lévis? C'est mon souhait. Et je travaille fort pour ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Bye, bonne journée. Bonne fin de journée. Geneviève Guilbeault est vice-première ministre du Québec et ministre des Transports. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Alors, Catherine, c'est maintenant le temps de nous entretenir avec Marie Laberge. Je vous souhaite de nouveau la bienvenue. Ravi de vous savoir parmi nous aujourd'hui, Madame Laberge. Merci beaucoup. Madame Laberge, Marie, est-ce que je peux vous appeler Marie? Ben, je vous aime tellement, j'ai envie de vous appeler Marie. Vous m'avez fait vivre des émotions avec ce livre. Moi, je suis une personne qui n'aime pas les adieux. Déjà, en partant, quand on dit au revoir, même pas au revoir, là, bye-bye à quelqu'un, j'ai bien du mal. Ça me scie en deux. Alors, de savoir qu'avec avec votre roman 10 jours, c'est un peu comme le journal de bord d'une dame qui va vivre l'aide médicale à mourir et qui raconte ses 10 dernières journées de vie. Un peu comment elle passe au travers. J'ai transposé tout ça dans ma vie privée. Dans quel état vous étiez quand vous avez écrit ce livre-là? J'étais dans l'état de cette femme, c'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de me mettre dans sa peau et non pas être dans la mienne, de m'abandonner complètement et de croire cette chose-là et de vivre avec elle le décompte. Parce que quand on se met à décompter, dans la vie, on est tout le temps en train de se projeter. Puis quand on a une date qui finit notre vie, c'est terminé la projection. C'est comme si tout à coup, on vivait vraiment chaque jour, chaque heure, chaque chose, sans tout le temps essayer de rattraper quelque chose du temps et tout. Elle a écrit son journal parce que elle veut être honnête avec elle-même, puis elle veut se poser ses propres questions. Mais elle ne le fait pas pour les autres. Elle ne le donnera pas à ses filles, elle va le brûler le matin de sa mort. Et c'est vraiment une démarche pour elle, honnête, intègre, avec pas de menterie puis pas de tatouinage. Et vous l'avez écrit un peu dans cette urgence-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas essayé de refaire des paragraphes, de les déplacer, d'aller réécrire. Hein? C'est-à-dire que comme j'étais elle, je me donnais pas le droit, mettons, j'étais dans le jour 3, d'aller refaire le jour 10 à la lumière du 3, parce qu'elle n'a pas fait ça, elle. Elle avait juste 10 jours, elle s'est pas mis c'était pas Marie Laberge, c'était elle. Donc, il fallait au moins que je respecte le principe de base. Le principe de base, c'est t'écris ce jour-là. Et d'ailleurs, ça arrivait, je me souviens qu'à un moment donné, dans le 4 ou dans le 3, je me suis dit, oh mon Dieu, elle se contredit. Mais elle se contredisait pas. Elle était en train de creuser son sillon, puis d'aller plus creux dans sa pensée, et puis d'être plus honnête. L'avez-vous écrit en 10 jours, le livre? Ça, je pense que je ne le dirais pas si je l'avais. Ça serait un du beau cadeau, en tout cas.
Mais Est-ce que c'est dur, l'écriture, pour vous? Vous en avez tellement écrit. Est-ce que ça demeure un exercice complexe? Est-ce que vous souffrez en écrivant? Il y a beaucoup d'écrivains qui sont comme ça. Bon, d'abord, j'ai aucune admiration pour la souffrance, personnellement. Je n'ai pas de culte de ça. Habituellement, il y a quand même une certaine dose d'inquiétude, d'angoisse. Il y a un bon élastique qui, quelquefois, me pète d'en face. Mais je dirais que pour ce livre-là, pour la première fois de ma vie, alors que je m'attendais justement à souffrir et que je n'étais pas enchantée, mais parce que je devais le faire, parce que d'abord, j'avais peur du thème, et puis quand j'ai peur, je trouve que c'est le temps d'y aller. Ça a développé une sorte de sentiment extraordinaire de vie. Un sentiment extraordinaire de paix. J'ai rarement été aussi simplement tranquille et dans ce que je faisais, sans rien projeter, m'inquiéter, creuser. Non, c'était puissant et calmant. C'est pas un peu paradoxal compte tenu du sujet du livre? Je sais bien. Mais je suis bien obligée d'être vraie puis de vous dire la vérité. Oui, c'est paradoxal. Et je pense que si on le lit en ayant peur de toujours être en train de se coltailler avec la mort, on se coltaille avec la vie. Parce que tant qu'on n'est pas mort, on est en vie. Et que ce mot-là, il prend toute sa force. Est-ce que votre point de vue sur l'aide médicale à mourir a changé au cours de l'écriture du livre? Je ne connais pas vos positions, mais est-ce que vous avez eu une réflexion sur l'aide médicale à mourir? Elle en a une. Elle, sur elle-même, pourquoi elle va là. Moi, je ne m'en suis pas mêlée. Vous avez un respect grandiose pour vos héroïnes de romans? Ben, celui-là, c'est un journal. De toute façon, on est un peu obligé. À partir du moment où on fait jeu, si on se met à se mêler avec le personnage, on va faire une espèce de une bouillie. Une bouillie qui ne sera pas affirmée. Pour moi, c'était pas de mes affaires. Alors, non, elle n'a pas changé, elle n'a pas bougé. C'est pas ça le sujet. La tentation, ça aurait pu être de m'occuper des enfants, des amis, des amants, de me mettre à... Mais elle, c'est elle vis-à-vis de tous ces gens-là. Et ces gens-là comptent pour elle dans une certaine mesure, étonnante quelquefois, une mesure très grande et une mesure très, très respectueuse. C'est une femme qui... Alors, moi, je ne me suis pas mêlée de ça. Elle avait décidé, je l'ai laissé faire. Hugo? Madame Laberge, vous attaquez à un sujet qui est hautement d'actualité et évolutif. Comment vous êtes préparée? Est-ce que vous avez fait des recherches là-dessus? Vous avez parlé avec des gens pour documenter un peu sur l'aide médicale à mourir? Des gens qui ont fait l'aide médicale à mourir? Ben, il y en a, ça aurait pu. Des gens Non, j'ai pas été là parce qu'elle avait pris sa décision et c'était sa vie. Et je savais que je parlerais de sa vie et peut-être un peu de sa décision parce qu'elle se pose des questions qui me semblent... c'est beaucoup de questions, mais je les trouve bonnes, ces questions. Mais j'ai pas été... je sais très bien comment ça se passe, ça, on le sait à peu près tous. Mais ce que je voulais surtout faire, c'est le faire avant que quelque chose comme ça se passe dans ma proximité affective. Justement, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur un sujet qui peut avoir l'air, entre guillemets, macabre, puis de vous mettre à la place du personnage alors que vous-même, vous n'avez pas nécessairement décidé votre position par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous transposer à travers un personnage et vraiment vous immerser dans ce personnage-là? Parce que très souvent, quand on parle de l'aide médicale à mourir, chacun, les bien portants, se projette dans une éventuelle maladie ou souffrance. Et moi, j'ai remarqué dans ma vie, en tout cas, que la plupart des gens, c'est pas ça quand ils sont rendus là, quand ils sont malades, quand ils sont devant leur propre ligne de fin. C'est pas partout comme les bien portants peuvent se projeter. Il y a quand même l'idée d'une délivrance, parce que quand tu souffres, t'es tanné de souffrir aussi. Non, toutes ces affaires-là sont là. C'est pas moi, l'aide médicale à mourir, c'est une liberté qu'on nous offre. Mm-hmm. On peut la prendre, on peut ne pas la prendre, on fait comme on veut. Ce qui m'intéressait, c'est d'arrêter d'être avec tous les gens qui se projettent, qui essaient de savoir qu'est-ce qu'ils feraient dans eux autres, et être avec elle, tout simplement, mais creuser avec elle, tout le temps juste avec elle, avec cette espèce de temps qui cogne à chaque jour. Et pour ça, il fallait mettre ses habits et mettre ses souliers. Exact. Et boire son café à tous les matins et regarder l'aurore. Exact. Puis pourquoi c'est 10 jours? Pourquoi c'est pas 3 ou 300? Ça, je ne sais pas. 300 serait trop. Ça, on s'entend, 300, là, ce serait un roman de je ne sais pas combien de pages. Puis de toute façon, 300 jours, c'est vous et moi.
C'est ça, c'est qu'elle c'est tout le n'aurait monde. pas pris sa décision. Ben non, encore. 300 jours, on est tous ici, on peut tous se dire dans 300 jours, ça se pourrait bien. Mais on ne le sait pas. Alors que 10 jours, je ne sais pas pourquoi le chiffre, d'ailleurs, j'aime pas tellement les chiffres pairs, mais c'est ça que j'ai fait. C'est encore pour dire comment je me suis désobéie quand je suis allée là-dedans. Marie Laberge, moi, j'ai lu beaucoup de vos romans. J'ai évidemment la trilogie Gabrielle Adélaïde, Florent, Quelques adieux. Là, c'est votre 17e roman. Vous avez 50 ans de vie artistique. Dans quelques mois. Dans quelques mois. Oui. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui me reste? Oui, après ça, après 10 jours, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres romans de Marie Laberge? Ben, pourquoi pas? Dans ça, là-dessus, j'ai pas de... Il n'y a pas de retraite, là. Pour moi? Ouais. Non. Ah non. Je me vois pas, de toute façon, écrire, ça tient pas de faut que je gagne ma vie ou de faut que. Si j'écris un livre, c'est parce que, justement, soit j'ai peur, soit il me hante. Il faut qu'il y ait une obsession à la base d'un livre. S'il n'y a pas d'obsession ou de nécessité intérieure, ben là, ça serait de la petite jobine. Moi, j'ai pas ça. Puis est-ce que vous trouvez que vous écrivez mieux maintenant qu'au début? J'ai pas tellement de jugement là-dessus. Je trouve que je fais ce que je peux avec ce que je sais puis que j'ai appris en 50 ans pour aller au plus loin possible du travail puis du peaufinage. Mais est-ce que j'écris mieux? C'est différent, c'est ça que je dirais. Je me souviens de certains... Des fois, quand on est obligé de lire un petit bout, je lis un bout puis je fais « Ah, je serais pas capable, je pense, de refaire ça. » Il y a comme des... Y a-tu plus de mots au début? Plus d'adverbes? Non. Plus de points d'exclamation? Non plus. Toi, Biz, il y a plus d'adverbes au début. Clairement. Je pense que tu fais de la projection. C'est bon, ça. Pas vraiment. J'ai commencé tellement longtemps avant de les montrer. Puis j'ai commencé avec le théâtre, qui est une autre sorte d'art, qui est un autre système d'écriture, que j'ai pas eu l'excès d'adverbes qui arrive souvent dans les premiers romans, effectivement. Mais j'avais 11 ans quand j'ai écrit mes histoires. Fait que... Madame Laberge, c'est vraiment un plaisir, un honneur de vous recevoir. Je vous souhaite le meilleur des succès avec votre plus récent livre. Et lisez 10 jours. Oui. Ça amène une profonde réflexion, vous allez voir. Est-ce que vous allez être au Salon du Livre? Oui. Bon. Merci pour les absolument, langues. avec vos collègues. Oui, ben oui, tout à fait. Biz, Hugo Meunier. De chaque bar, il va y avoir Hugo d'un bar, Biz de l'autre, puis ils vont continuer à lui poser des questions. Farah Libé qui est avec nous un petit peu plus tôt. Fadoua, ton livre, c'est pour quand? Toi, t'es en train d'en écrire? Moi, c'est en février. Bon, OK. Salon du Livre. Avec à Québec. Salon de Québec. Merci beaucoup, Madame Laberge. Merci à vous. C'était Marie Laberge.